pour ce troisième webinaire technique organisé par la société Façade Bois. Donc, ces webinaires est un temps de mise au point sur des sujets techniques concernant les sujets de façade ossature bois. Et ces webinaires, en fait, ont la volonté de vous apporter des solutions pratiques. Ils sont co-organisés avec les partenaires industriels de la plateforme façadebois.com. Nous avons déjà traité de l'étanchéité à l'eau, du sujet de bardage bois et aujourd'hui, nous allons aborder l'étanchéité à l'air et la maîtrise des points singuliers et interfaces avec les autres parties d'ouvrage. Chaque cas de façade est différent et demande un traitement particulier. C'est pourquoi la société Ubing, partenaire de façadebois.com, propose des solutions et des études pour vous accompagner sur la mise en œuvre des membranes par vapeur afin de garantir une étanchéité à l'air parfaite et un traitement optimal des points singuliers. Un savoir-faire que l'entreprise va nous présenter avec comme intervenant Paul Kolpaert. Bonjour Paul. Bonjour Estelle, bonjour à tous. En première partie, pour mesurer le retour de terrain et l'expérience d'une entreprise qui préfabrique des façades ossature bois et qui les met en œuvre, nous accueillerons l'entreprise Ramery Construction Bois, située à Lens, avec comme intervenant Philippe Bouquet, qui essaye de se connecter. Donc j'espère qu'il arrivera à nous rejoindre. Philippe Bouquet est chargé d'études et de prix pour les projets de construction bois. Et accompagné de notre partenaire fidèle, nous avons William Delabille, qui est fondateur de la plateforme préfabricationbois.com. Bonjour William. Bonjour Estelle. Bonjour. Donc à l'issue de la présentation de la première partie, nous aurons un temps de questions-réponses que vous pourrez poser. Donc posez bien vos questions. Vous avez pour ça un petit onglet qui se trouve en bas de votre écran, Q et R, que vous pouvez activer. Et à ce moment-là, je reposerai les questions directement aux intervenants. Et donc, en deuxième partie, eh bien, nous allons avoir une présentation détaillée de l'entreprise Ubing avec Paul qui va nous faire une présentation tout en rappelant les points réglementaires du DTU 31.2, puisque c'est un point essentiel. Donc, les critères de choix pour les membranes par vapeur, un focus sur les bandes adhésives et leur mise en œuvre, et puis tous les accessoires qui sont à votre disposition pour gérer les gestions des points de fuite. Là encore, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure en activant le petit onglet Q et R qui se trouve en bas de votre écran. Mais avant tout, je vais présenter le fonctionnement de la plateforme façadebois.com et me présenter à vous. Donc, je suis Estelle Billiotte, consultante bois et dirigeante de la société Façade Bois, exerçant depuis 25 ans dans la construction bois. La vocation de la société Façade Bois est de répondre aux enjeux actuels du développement du matériau bois dans la construction, de répondre aux objectifs de la RE 2020 et bâtiments bas carbone, en accompagnant la prescription des façades ossature bois pour les programmes neufs et surtout de rénovation énergétique. Alors, l'écosystème de façadebois.com, qui fonctionne comme un site internet, c'est la mise à disposition de l'information avec 3 grandes rubriques. Vous avez déjà d'une part la rubrique produits qui rassemble tous les composants de l'enveloppe et du revêtement extérieur, bois ou également autres matériaux. Aujourd'hui, il y a une centaine de produits qualitatifs référencés avec une trentaine d'industriels fabricants. Ceux-ci sont tous sélectionnés pour leur savoir-faire et leurs produits spécifiques qui répondent tous à des critères réglementaires ou d'essai. La deuxième rubrique, également, qui est une veille documentaire et qui couvre toutes les problématiques de la performance de l'enveloppe, thermique, sécurité incendie, acoustique, mais aussi le comportement du bois en extérieur. Et puis la troisième rubrique, l'actualité, qui vous informe des événements et des retours d'expérience. D'ailleurs, sur cette rubrique-là, vous pourrez retrouver les webinaires, donc les prochains qui vont s'annoncer, et les replays, puisque nous allons enregistrer
ce webinaire et ensuite, vous allez pouvoir les retrouver sur la partie actu. Donc ça, c'est la grande nouveauté de cette année, les webinaires techniques. Les façadebois.com, c'est également de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la formation, du conseil pour vous accompagner directement dans vos projets. À ce moment-là, je vous invite à me contacter directement via mes coordonnées qui sont affichées. Donc, la plateforme façadebois.com, c'est une mise en relation, c'est un réseau de professionnels. Vous êtes architecte, ingénieur, économiste entreprise. La plateforme vous permet d'identifier les industriels fabricants et de prendre contact directement avec eux à travers la page qui leur est dédiée ou à travers les événements comme aujourd'hui. Notre partenaire préfabricationbois.com a également donc une plateforme qui, elle, est dédiée aux entreprises et artisans qui, d'un côté, posent et de l'autre côté, recherchent des entreprises qui préfabriquent. Cette complémentarité des cibles et d'activités permet de booster les mises en relation des professionnels via ces deux portails numériques. William, tu vas nous présenter plus en détail la plateforme et ta vision sur la préfabrication. Merci. Merci Estelle. Voilà, je te laisse la parole. Ok, en quelques mots pour faire assez simple et assez rapide, du coup, préfabricationbois.com, c'est une plateforme de mise en relation avec des professionnels de la construction bois sur trois types de profils. Donc, des bureaux d'études structure bois spécialisés, des fournisseurs en préfabrication, c'est-à-dire des gens qui font de l'ossature bois préfabriquée en atelier ou en usine, ou qui font aussi de la taille de charpente ou de la taille de CLT. Voilà, tout ce qui est préfabrication pour de la fourniture, et aussi des constructeurs bois qui font du fourni posé sur toute typologie d'ouvrage, que ça soit de la maison individuelle, du petit collectif, ou des bâtiments tertiaires ou des bâtiments d'activité qui ont des envergures plus importantes. Voilà, sur toute la France et aussi en Belgique. Voilà, vous pouvez retrouver ces types de professionnels assez facilement. Il suffit d'aller sur le site préfabricationbois.com et de déposer une demande. Nous, dans un premier temps, on vous recontacte, on vous apporte du conseil pour vous expliquer ce qu'il existe comme type d'entreprise qui pourrait correspondre à vos besoins. Et ensuite, c'est une plateforme toute simple où les professionnels comme Philippe Bouquet à travers Ramery Construction Bois consultent cette plateforme et répondent à vos besoins et à vos projets. Voilà. Il y a à peu près 350 entreprises sur toute la France qui peuvent faire ça. Voilà. Très bien. Merci, William. Avec plaisir. Eh bien, nous accueillons Philippe Bouquet. Bonjour, Philippe. Bonjour, Estelle. Désolé du petit contretemps technique. Eh bien, écoutez, vous êtes avec nous, donc c'est parfait. Donc, on va vous laisser la mise à l'écran de votre présentation. Oui, très bien. Et ainsi de pouvoir vous présenter également, donc de présenter l'entreprise Ramery Construction Bois et de nous faire un retour d'expérience sur votre mise en pratique de murs préfabriqués, assez avancés en termes de préfabrication dans vos ateliers et la mise en place sur chantier et tous ces points de raccord et les points de vigilance en termes d'étanchéité à l'air, comment vous les traitez une fois la mise en œuvre de vos éléments. C'est ça, tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Estelle pour l'invitation. Merci William pour l'invitation également. Donc, je vais un petit peu présenter les retours d'expérience qu'en tant qu'entreprise, on peut avoir au niveau de l'étanchéité, de la gestion de l'étanchéité à l'air. Donc, je représente l'entreprise Ramery Construction Bois. Donc, nous sommes sur les Hauts-de-France principalement. Donc, voici un peu le programme de ma présentation. Donc, ça va passer par la présentation de l'entreprise, forcément, l'étanchéité des façades, comme j'ai pu le dire, et donc l'étanchéité à l'air des façades, et donc une clôture. Donc, notre histoire, très rapidement, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. La société a été créée en 2001 par André Nbel, qui a démarré avec 5 salariés. Au bout de 7 années d'existence, il a réussi à arriver sur une cinquantaine de salariés.
Donc, un développement très rapide, surtout pour l'époque où la préfabrication bois n'avait pas encore totalement le vent en poupe. Et donc, en 2008, il a décidé de changer d'orientation et de revendre au groupe Ramery. Donc, le groupe Ramery a racheté en 2008. On a gardé notre nom jusqu'en 2017. On est devenu officiellement Ramery Construction Bois. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc, ensuite, notre philosophie d'entreprise. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est exclusivement, ou principalement du moins du hors-site, c'est notre force. C'est l'objectif de base, c'était la volonté de rendre Rennes belle et on a gardé cette philosophie de réaliser des murs totalement finis, complets, du parement intérieur donc qu'on utilise en fermacelle principalement, alors pour des raisons techniques, parce que la plâtrerie, enfin, l'exposition aux intempéries, tout ça, et donc jusqu'au parement extérieur. Donc, que ce soit panneau résine, clin, enduit ITE, enfin, tout ce qui peut se faire, on le fait en atelier. On inclut également les menuiseries, les gainages techniques. Voilà, tout ce qui est possible de mettre en œuvre en atelier pour avoir un temps minimum d'intervention sur site. Donc, c'est la philosophie, voilà un petit peu pour ce point. Donc, au niveau ressources humaines, on est 45 collaborateurs, donc on est organisé comme à peu près toutes les entreprises, je pense, un pôle bureau d'études de prix, un pôle travaux, un pôle usine. En capacité de production annuelle, on est sur 18 000 mètres carrés en moyenne, selon la complexité des ouvrages, plancher, murs, etc. Dans les réalisations, donc la typologie de bâtiment, c'est pareil, on est assez diversifié, le tertiaire, le scolaire, les hôpitaux, santé, de l'habitation privée, du bailleur social, du collectif, de l'individuel. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement quelques projets qu'on a pu réaliser. Ici, c'est pour les bureaux E-Live à Tourcoing. Donc, c'est dans un existant, OR+3, on a réhabilité tous les bureaux. Donc, voilà, on voit quelques photos. Donc, il y avait 1800 mètres carrés de plancher. Donc, c'est quelque chose d'assez sympa dans l'air du temps au niveau architectural. Donc, ensuite, il y a le groupe scolaire d'Olto à Templemar, donc là, avec le cabinet d'architectes TGMP, avec des bois, donc une filière bois local, là en peuplier, avec un ATEX pour un plancher béton. Donc voilà, je vous présente tout ça très rapidement, mais on voit un petit peu le rendu qui est assez sympathique avec la chaleur du bois. Et pour les écoles, c'est toujours un aspect agréable, je pense, qui est choisi par les architectes. Là, on peut le voir encore, un restaurant scolaire à l'os, et donc là, qui est passif. Donc, un petit peu dans le thème, tout à fait même dans le thème qu'on aborde aujourd'hui, avec l'étanchéité à l'air, qui est un des critères primordial, on va dire, dans le passif, puisqu'on pourra mettre toute l'énergie qu'on veut au niveau chauffage, etc. Si on n'a pas un bâtiment qui est très, très, très bien fait au niveau étanchéité à l'air, on n'arrivera jamais à du passif. Donc voilà un petit peu pour les réalisations. Ici, c'est un petit peu les aptitudes, spécificités, labellisation qu'on a pu obtenir au fil des années. Donc, le cradle to cradle avec la partie écologique, matériaux, recyclage, la partie passive house, donc là où qui touche le sujet thermique, énergétique, et le certipail. Donc, on va attaquer un petit peu ici maintenant le thème principal de notre venue sur ce webinaire, qui est donc tout ce qui est étanchéité à l'air, avec ici, on peut le voir, par exemple, un cas de figure où on a des percements dans la membrane. Nous, on essaie de limiter les percements. Alors, c'est tout ce qui limite chaque percement, en fait, crée forcément un risque de fuite. Si on n'en a pas, par exemple, nous, la préfabrication, on fait un doublage technique qui permet d'éviter ça. Donc, en étape 1, il y a le déroulement de la membrane par vapeur sur l'ossature bois en usine. Donc, en 2, la fixation de celle-ci, par exemple, sur les murs, aux 4 coins des murs, pour le raccordement des laits qui est fait par les bandes adhésives spécifiques, comme M. Colpart le présentera tout à l'heure chez Bink.
Et ensuite, fixation par coup sur l'ossature principale de la contre-ossature bois, qui fait donc office, comme je l'expliquais avant, de vide technique. Donc ici, on peut retrouver les différents produits qui participent à l'étanchéité à l'air et leur mise en œuvre. Donc le recouvrement des membranes, d'un minimum de 10 cm qui est prioritaire, le collage en partie basse et la périphérie de menuiserie ici, et également l'étanchéité à l'air au niveau des lisses basses des murs, donc des bandes d'arase. Donc il y a plusieurs moyens de faire. Et, donc ça, je pense que M. Colpart vous présentera par le biais de ses produits ce qui se fait ensuite. Donc ici, on va avoir les petits problèmes qui peuvent être vus sur chantier, parce que forcément, on n'est pas exempt de problèmes, même si on fait tout ce qu'on peut du mieux que l'on peut. Donc les soucis, ça se retrouve souvent au niveau des pénétrations techniques, que ce soit en transversale totale de la paroi ou partielle uniquement par la partie contre-ossature. Donc, ça va se retrouver avec des entrées d'air au niveau des coffres TGBT, des arrivées de fourreaux, des gainants d'allage, du calfeutrement de mousse au niveau de ces arrivées qui sont insuffisants, au niveau des jonctions des murs à mur, des dalles à mur et des murs à plafond. Donc ici, on peut le voir, une liaison sur un test d'étanchéité à l'air qui a été insuffisamment réalisée. Donc on a une légère pénétration de fumée qui a été relevée par le testeur. Donc là, on le traite avec soit le mastic donc, qui se fait en cartouche, mastic d'étanchéité à l'air, soit avec le scotch en complément. Donc, on redéfait ce qui a été fait et on réapplique mieux s'il y a des plis, s'il y a eu des plis qui ont pu être faits, une mauvaise mise en œuvre du compagnon. Petite question, Philippe, qui nous arrive en fait sur ces points d'interface, en effet, entre le mur en ossature et la dalle en béton. À qui relève la responsabilité en fait de l'étanchéité à l'air? Alors, la responsabilité de l'étanchéité à l'air, elle incombera toujours à celui qui met en œuvre le pare-vapeur et donc nous, en l'occurrence. Donc, l'entreprise, d'accord. L'entreprise. Alors, juste le petit bémol, c'est si en effet, enfin, je l'évoque par la suite dans mon support, mais je vais en parler tout de suite, c'est au niveau de la réception du support du gros œuvre, c'est là où il faut avoir une attention particulière, où il peut y avoir des niveaux, un petit peu de vaguelettes au niveau de la semelle, et donc là, on doit faire attention à ce qu'on reçoit. Si on n'est pas d'accord, on se met en accord avec le gros œuvre pour qu'il les refasse. Voilà, c'est le seul point où on peut être un petit peu désengagé, mais sinon, c'est notre responsabilité en totalité. D'accord, donc vous mesurez une bonne réception des supports avant d'intervenir. Tout à fait. Oui, c'est un point principal. Oui, tout à fait, ouais, en effet. Ouais. Essentiel. Ouais, d'accord. Très bien. Exactement. Donc là, on représente également là, une petite fuite, par exemple, là, qui est due à une mauvaise mise en œuvre entre la menuiserie et la plâtrerie. Donc là, c'est soit un raccord qui a un scotch qui n'a pas été bien posé également. Donc après, ça peut arriver, comme je l'ai dit précédemment, dans les joints de feuillure des menuiseries et des pare-closes. Et là, c'est le lot menuiserie extérieur qui est mis en cause et donc on rappelle. Donc ici, ça c'est le système d'étanchéité, enfin, c'est pas le système d'étanchéité à l'air, mais c'est un système qui participe à l'étanchéité à l'air. Donc au niveau des raccordements de murs bout à bout, on a donc deux joints et un système de fixation des liens, comme on peut le voir, qui est un mâle-femelle qui vient serrer les montants de bois. Donc, oui, parce que, pardon Philippe, mais rappelons en effet que vous êtes en préfabrication assez poussée, donc vous avez un revêtement intérieur, un panneau en fait, qui vient bloquer, je dirais, le pare-vapeur. Donc vous devez assurer une jonction en effet par des éléments rapportés en atelier. C'est ça, tout à fait. La jonction du pare-vapeur. Tout à fait. Très intéressant.
Alors, donc ensuite, les mesures correctives apportées sur chantier, hein, j'ai déjà évoqué. Hein, donc, en fait, c'est ce qu'on évoquait juste avant, hein, réception du support, la semelle du gros œuvre, hein, considérant que l'ouvrage est suffisamment plan. Donc, on a la responsabilité de la parfaite étanchéité à l'air et pour corriger le problème, comme je l'ai évoqué, on dépose une partie si nécessaire et on remet en œuvre. Donc là, on va voir un peu comment remédier au problème de performance d'étanchéité à l'air. Donc, je pense que ça démarre par la formation et la sensibilisation des compagnons à la mise en œuvre avec minutie de ces produits. Et donc, qui mieux que les fabricants de produits peuvent nous apporter ces formations au final, hein, et proposer donc du moins une sensibilisation via des fascicules. Ensuite, en point 2, donc c'est l'usage des produits adaptés parce que il faut que les bandes d'adhésifs soient suffisamment larges en fonction du cas de figure dans lequel on se retrouve. Hein. Si on a une jonction mur-dalle, par exemple, il faut que le produit soit suffisamment adhérent et suffisamment large pour venir reprendre la laie de par vapeur qu'on laisse déborder et qu'on étanche avec le mastic et qu'on referme avec une bande adhésive. Voilà un petit peu. Et ensuite, troisièmement, la mise en œuvre dans des conditions climatiques et de travail adéquats. Bon, ça c'est un petit plus pour nous, la préfabrication et la mise hors site. Hein, donc, où on a des conditions de travail plus agréables en usine et avec des meilleures températures. Voilà un petit peu, donc là, c'est le processus un petit peu que je viens de vous évoquer, hein, le processus de mise en œuvre, donc en jonction mur et dalle. Donc, comme je l'ai expliqué, on vient remettre la laie qu'on laisse déborder, donc le pare-vapeur qui est mis en usine, qu'on laisse déborder du mur et qu'on vient mastiquer sur la dalle béton et ensuite mettre l'adhésif qui permet l'étanchéité parfaite. D'accord. Donc ici, une petite coupe hein, où on revoit ce qu'on a présenté auparavant. Donc, le pare-vapeur, deux murs différents qui sont amenés sur site et la jonction, donc on replie vers l'intérieur et on met ensuite le scotch d'étanchéité à l'air qui vient faire la jonction de ces deux éléments. Et donc ici, on le voit en pied de mur, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà. Avec une petite image, c'est tout de suite mieux. Donc, on a traitement de la jonction béton mob, donc par joint mastic et bande adhésive d'étanchéité. Voilà, c'est terminé pour moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis prêt à vous répondre. Merci Philippe. Eh ben, merci beaucoup parce que c'est tout à fait complet et c'est une très belle mise en pratique et retour des terrains en effet d'une entreprise qui œuvre depuis longtemps sur la préfabrication et la mise en place de tous les éléments pour assurer des bâtiments performants. Les questions vont venir au fur et à mesure et puis nous allons eh bien, passer à la présentation suivante. Paul. Oui, vous êtes bonjour. Pardon. Paul Colbert. Voilà, bonjour. Bonjour. Donc, vous allez vous connecter, vous allez vous présenter aussi en tant que chef produit à la société Ubink. Donc, bonjour à tous. Voilà. Oui, alors, je m'appelle Paul Colpart. Je travaille depuis 2 ans désormais chez Ubink en qualité de chef de produit dans les métiers de l'enveloppe du bâtiment. Donc, chez Ubink, enveloppe du bâtiment, ça signifie étanchéité à l'air, étanchéité à l'eau et bien sûr la ventilation de la structure. Et donc, on travaille ces 3 familles de produits au sein d'une même grande famille qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. Donc, à travers cette présentation et ce webinaire organisé par Façade Bois, je voulais mettre en corrélation les évolutions qu'a connu le DTU 31.2, donc le DTU spécifique aux maisons et façades à ossature bois, par rapport à la question de l'étanchéité à l'air et quels produits en tant qu'industriel nous on préconise pour la pose et une étanchéité à l'air la plus optimale possible des ossatures bois.
Donc, la présentation assez rapide de Ubing France, qui on est, et puis une introduction du sujet de l'étanchéité à l'air qui nous intéresse aujourd'hui. Et ensuite, des points d'exergue sur le DTU 31.2, les solutions Ubing qui permettent de répondre à ces exigences. Donc, on se concentrera sur les produits, on va dire, les plus phares de l'étanchéité à l'air, qui est la membrane par vapeur, les adhésifs et les accessoires qu'on peut y associer pour tous les points singuliers de l'enveloppe interne de la maison Saturbois. Une conclusion et ensuite, selon vos questions, on pourra échanger sur le sujet qu'on vient de traiter. Donc, Ubing France, nous, on est sur le marché français depuis 30 ans en qualité d'industriel, c'est-à-dire qu'on travaille, on est des spécialistes de la performance énergétique reconnus sur le marché de l'énergie, donc qui est l'évacuation en fait des gaz brûlés, la ventilation de la structure par le biais de conduits VMC essentiellement, et l'enveloppe du bâtiment, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec une approche assez importante sur l'étanchéité à l'air. Auprès de nos clients, on fournit soit des systèmes complets à leur propre marque d'industriel, donc là on va être plus sur la partie énergie chez nous, et sinon auprès de clients distributeurs professionnels sous notre propre marque Ubink, avec qui on travaille depuis plusieurs années. On est à peu près 90 collaborateurs avec 30 experts métiers sur le terrain. On génère environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires pour synthétiser, et on a aujourd'hui 7000 m² de surface de stockage. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. L'étanchéité à l'air, en quoi ça consiste? Un petit rappel de quelle est la fonction de l'étanchéité à l'air. C'est traquer et éliminer les fuites d'air parasites au travers de l'enveloppe du bâtiment. Et pour réussir une bonne étanchéité à l'air, il y a des critères primordiaux à prendre en considération, qui est notamment le respect du DTU 31.2, qui est un DTU qui a plusieurs années d'expérience aujourd'hui et qui a été révisé en mai 2019. Donc, il a aujourd'hui à peu près bientôt 2 ans en termes de révision. C'est également, comme le disait Philippe, c'est de sélectionner des produits qui sont adaptés, c'est indispensable. Et puis, il faut également, bien sûr, s'assurer de la bonne coordination des différents corps de métier. Et ça rejoint de nouveau ce que nous expliquait Philippe dans sa présentation juste avant. Donc, peut-être un premier point sur les idées reçues en matière d'étanchéité à l'air. On a souvent tendance à dire, et c'est une erreur, qu'un bâtiment étanche est un bâtiment qui condense. On peut dire aujourd'hui que c'est une confusion qui vient un peu d'une méconnaissance du fonctionnement de la ventilation. Parce qu'il est indispensable d'amener de l'air neuf et extraire l'air qui est vicié dans les locaux afin de maintenir une bonne qualité de l'air intérieur. Et donc, pour cela, on va protéger l'enveloppe interne du bâtiment, l'enveloppe externe, mais ça ne veut pas dire que le bâtiment va être étanche, puisqu'on va venir, par un système de ventilation mécanique, extraire l'air vicié et y insuffler, si on a une ventilation mécanique double flux, de l'air neuf. Donc, ce n'est pas un bâtiment qui est étanche. Un bâtiment qui est très isolé est un gage de performance, ce qui est faux aussi, puisque la mise en application des réglementations thermiques ces dernières années a souligné l'importance d'isoler plus fortement l'enveloppe du bâtiment. Ça, c'est vrai. Par contre, les professionnels se sont un petit peu habitués à insérer beaucoup de couches d'isolant, mais ça ne signifie pas aujourd'hui que c'est suffisant pour garantir l'étanchéité à l'air, parce qu'on a une problématique, et j'y reviendrai après, de migration de vapeur d'eau. Et ce n'est pas parce que vous avez énormément d'isolant que vous ne risquez pas de perdre la qualité d'isolant de ce matériau s'il n'est pas protégé en amont. Donc, la quantité d'isolant ne fait pas la qualité d'un bâtiment qui est isolé. Et puis la dernière idée reçue, on va dire que l'étanchéité à l'air entraîne des surcoûts exorbitants, ce qui n'est pas vrai, puisqu'on va à peu près estimer que les produits d'étanchéité à l'air plus la pose, on va être à 0,5 à 1% du coût de construction total. Donc, on n'est pas sur des coûts qui sont prohibitifs par rapport à la qualité de vie qu'on peut avoir grâce à une étanchéité à l'air qui a été maîtrisée.
Donc, quelles sont les principales sources à surveiller de fuite? Donc, pour synthétiser, on va avoir les menuiseries extérieures du bâti, qui est un point de vigilance très important. Les liaisons entre les façades, les murs et les planchers, très important. Les éléments qui traversent les murs et les parois, parce qu'il y en a de plus en plus. Et puis, tout ce qui est équipement électrique, donc il faut y porter une attention particulière. Et tous ces points-là peuvent être traités par des produits et des accessoires commercialisés par les industriels et notamment par Ubink. Donc, les solutions Ubink qui répondent aux exigences du DTU 31.2. Juste pour faire une petite aparté, le DTU 31.2, la révision a pris 8 ans. Il y a eu plus de 58 réunions et il y a 150 membres. Donc, c'est quelque chose qui était assez lourd, mais qui a été publié en mai 2019. Et surtout, la grande nouveauté et la grande évolution, c'est qu'il y a une approche totalement globale de l'étanchéité à l'air dans cette révision. Et donc, il y a quelques évolutions sur des produits phares, type la membrane par vapeur. Donc, pour rappel, quel rôle joue la membrane par vapeur? C'est assez simple dans son fonctionnement, c'est qu'elle va faire une barrière contre la migration de la vapeur d'eau et également protéger l'isolant qui est en place. Je vais faire une petite aparté sur la migration de la vapeur d'eau et la valeur résidée d'une membrane par vapeur. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir à comparer des membranes par vapeur, notamment par le biais de la valeur résidée d'une membrane. La valeur SD, en fait, c'est un indicateur de la résistance au passage de la vapeur d'eau d'un matériau et s'exprime en mètres. Concrètement, plus la valeur SD est grande d'un matériau, plus elle forme une barrière imperméable à la migration de la vapeur d'eau. Et plus la valeur SD est faible, plus le produit va être perméable, c'est-à-dire qu'il va laisser passer la vapeur d'eau. Le mode de calcul, il est un peu savant, mais on prend le mu, donc c'est le petit alphabet grec du matériau, c'est-à-dire son coefficient de diffusion à la vapeur d'eau, c'est-à-dire sa perspirance, c'est un terme également très utilisé, qu'on multiplie à l'épaisseur du matériau. Donc, par exemple, l'air, c'est 1 et le ciment, c'est 82, donc un matériau qui est très imperméable. Et donc, une membrane par vapeur va avoir cette fonction de bloquer la migration de la vapeur d'eau. C'est pour cela qu'on va comparer, selon les cas de figure et les types de parois qu'on a, les par vapeur entre eux pour choisir la solution la plus adaptée. Et donc, qu'est-ce que nous dit le DTU 31.2 ? En 2011, c'est-à-dire avant qu'il soit révisé en 2019, on considérait que le pare-vapeur était l'unique moyen de bloquer la migration de la vapeur d'eau. La révision du DTU 2019, compte tenu des améliorations techniques, notamment de la part des industriels, on a inclus une nouvelle règle qui s'appelle la règle du facteur 5 et qui signifie que la barrière à la diffusion de vapeur d'eau côté intérieur doit être au moins 5 fois supérieure à celle du côté extérieur. Donc le pare-pluie ou généralement plutôt le pare-pluie. Donc par vapeur avec une valeur SD supérieure à 18 mètres ou membrane d'étanchéité, enfin membrane pour contrer la migration de la vapeur d'eau de facteur 5, c'est-à-dire 5 fois plus puissante que du côté extérieur. Donc, comment on choisit un pare-vapeur selon les critères du DTU? Il faut que ça soit une membrane qui est souple, qui soit conforme à la NFEN 13984, alors cette norme, en fait, tout simplement, donne des exigences minimales en termes de résistance, que ce soit à la traction, à la déchirure au clou, et comme je vous disais, au niveau de la valeur SD, donc 18 mètres, c'est la règle générale, ou la règle du facteur 5 désormais, c'est-à-dire une valeur SD entre 1 et 18 mètres. Petite précision, c'est que on ne peut plus considérer, et on ne considère toujours pas un pare-vapeur, par exemple les membranes, les complexes isolants Kraft que vous pouvez retrouver sur certains isolants, même jointés, ils ne sont pas considérés comme des pare-vapeurs. Et il en est de même pour les membranes hygrorégulantes ou régulateurs de vapeur qu'on voit arriver depuis déjà pas mal d'années, mais qui ne sont pas rentrés, on va dire, dans le commun des pratiques de pose. Donc, hors DTU encore aujourd'hui, il faut se référer à l'avis technique de l'industriel.
Donc, chez Ubink, on peut préconiser de notre côté 3 membranes par vapeur selon les cas de figure dont vous avez besoin. Si vous avez une membrane, une ossature bois, une maison ossature bois dans un climat de plaine, normal entre guillemets, on préconise la pose du ProtecVap chez nous, ou le ProtecVap Plus, qui est une membrane polyéthylène classique, avec une valeur SD supérieure à 18 mètres, et pour être exact, elle est à 35 mètres, donc très imperméable, et qui est idéale dans le cadre d'une paroi ventilée extérieure. Donc, c'est le petit schéma que vous avez à côté, où on va pouvoir venir ventiler en fait la surface du pare-pluie. Dans ces cas-là, le ProtecVap est parfait. Si vous vous retrouvez un petit peu dans des zones géographiques qu'on dit froides ou très froides, ou que vous n'ayez pas un bardage extérieur qui est ventilé, on va préconiser un pare-vapeur qui est plus puissant, qui est le ProtecVap 90, et 90 pour 90 mètres, tout simplement. Donc, c'est la version un peu boostée du ProtecVap. Et si vous voulez travailler la règle du facteur 5, c'est-à-dire une membrane 5 fois supérieure en termes de migration de la vapeur d'eau, de blocage de la migration de la vapeur d'eau par rapport au bardage extérieur, on a le multibar VF qui est considéré comme un frein vapeur et non pas un pare-vapeur, puisqu'il a une valeur SD qui est inférieure à 18 mètres, mais qui peut tout à fait rentrer dans le cadre d'une règle du facteur 5. Petite précision, Paul. J'ai Oui. une petite question sur le ProtecVap 90. Oui. Pourquoi la valeur SD 90 mètres? Pouvez-vous expliquer en effet dans quel cas de figure en effet il faut choisir cette membrane assez fermée en fait à la Tout à diffusion de fait. la... Alors en fait, nous, on la préconise soit quand on a un parement extérieur qui est non ventilé. Là, il va falloir en amont avoir une vraie barrière de protection à la vapeur d'eau plus puissante, on va dire, pour éviter C'est-à-dire qu'il un y ait un... enduit, par Oui, exemple? voilà, c'est ça, tout à Oui, fait, hein, un enduit. voilà, pour être Pa- Parce précis. qu'en fait, là, on va avoir du mal avec un enduit s'il y a de l'humidité qui rentre, elle va avoir du mal à s'échapper. Donc, au D'accord, préalable, avoir une barrière côté intérieur plus puissante. Ou sinon en zone très froide, et en fait, en tant qu'industriel, on considère une zone très froide selon le sens qu'il est donné dans le DTU 45.10, qui est le DTU de l'isolation des combles à l'aide de panneaux en laine minérale. Et en fait, une zone très froide dans ce DTU-là, c'est une zone où régulièrement on a des températures qui peuvent atteindre moins 15 degrés. Et donc là, on va plutôt d'accord. proposer également le ProtecVap 90. Alors, y a-t-il une grande différence de coût entre le ProtecVap 90 qui est issu de matériaux recyclés Oui. et les autres membranes? Alors, pour grosso modo, on va être à 35%, 30-40% plus cher que le ProtecVap, D'accord, très bien, qui vient du fait que voilà, vous avez une épaisseur plus importante, plus et important. puis, et puis le fait qu'il soit en polyéthylène recyclé, ce qui peut être aussi une demande de la maîtrise d'ouvrage, par exemple. D'accord, par rapport à une démarche environnementale, Tout à fait, c'est ça. par exemple. D'accord, ok, très bien. Je vous laisse continuer. Je Merci. continue et puis je vais passer directement sur un produit connexe de la membrane par vapeur, qui sont bien sûr les adhésifs. Et là, le DTU 31.2, dans sa révision, a donné une importance particulière aux adhésifs, euh, plus qu'avant, parce qu'on se rend bien compte qu'ils sont indispensables et très importants pour garantir une pose rigoureuse déjà des membranes et puis assurer une étanchéité parfaite des liaisons. Donc, que dit le DTU, pardon, 31.2 pour ce type de produit. On demande des exigences maintenant techniques en termes de résistance du produit. Les adhésifs, mais c'est aussi bien pour les mastiques, hein, on va avoir une demande de résistance au cisaillement à l'état neuf, à l'état vieilli et au pelage. Donc, grosso modo, hein, et pour pas trop rentrer dans le détail, mais quand même pour avoir des notions, au cisaillement neuf, on demande que les adhésifs résistent à 40 newtons pour 50 mm. Et lorsqu'ils sont vieillis, il faut au moins qu'ils conservent 70% de leur résistance initiale à l'aspect neuf et pour un minimum de 30 newtons. Au pelage, la résistance est demandée à 25 newtons. Donc,
pour donner un exemple visuel de qu'est-ce qu'on fait subir comme torture un petit peu à ces adhésifs pour pouvoir estimer leur résistance, vous avez à gauche en fait le principe de l'essai de cisaillement sur le ruban adhésif, donc un adhésif de chez nous, et à droite un essai de pelage du ruban adhésif. Donc, sur l'essai de résistance au cisaillement, en fait, on applique un effort de traction sur l'éprouvettes à vitesse constante. On enregistre la force jusqu'à ce qu'on obtienne en fait la déchirure ou la rupture de l'adhésif. Et c'est exactement le même principe pour le pelage. On applique de la force, un effort, mais qui est là cette fois-ci perpendiculaire sur l'éprouvette. Pareil, on l'enregistre la force à vitesse constante et ensuite on vient jusqu'au moment où l'adhésif lâche, tout simplement. Qu'est-ce que nous dit le DTU 31.2 désormais? C'est qu'il y ait des conditions d'acceptation et d'application des bandes adhésives, des mastiques et des colles et des accessoires adhésifs sur le chantier, c'est-à-dire au moment de la prise en charge des produits. L'acceptation des lots sur les rubans adhésifs doit être réalisée par un organisme qui est reconnu et qui est indépendant auprès d'un laboratoire normé ISO CEI 17025 et ça doit être fait sur une campagne de 5 éprouvettes, c'est-à-dire 5 échantillons. Donc c'est une demande qui est assez lourde, mais le DTU accepte que en fait, la certification CTB qui a été développée par FCBA vaut la preuve du respect des niveaux de performance attendus. C'est-à-dire que la certification d'un adhésif CTB permet de s'exonérer de tous ces textes d'exigence à la réception des adhésifs sur le chantier. Ce qui est quand même quelque chose de très intéressant parce qu'on est dans une lourdeur qui peut être très vite complexe. Donc, un adhésif certifié CTB, c'est un adhésif qui permet de s'exonérer de ces exigences. Et donc, chez Ubink, on a décidé de faire certifier un adhésif chez nous à la certification CTB, qui est la bande adhésive extérieure blanche Ubink, qui permet de faire les jonctions aussi bien de pare-pluie chez nous, mais également, bien sûr, de pare-vapeur. Donc, vous voyez sur le petit tableau à gauche, c'est les résultats en vert qu'on a obtenus par rapport aux exigences sur la colonne de gauche minimum. Donc, pour synthétiser, quand le DTU nous demande 40 newtons minimum de résistance à neuf, on obtient 105. Quand on nous demande 53 newtons en aspect vieilli, c'est-à-dire 70% de la valeur initiale, et minimum de 30, on est à 111 newtons. Donc, on est même encore plus résistant lorsqu'on a appliqué un vieillissement sur notre adhésif. Et puis, une résistance au pelage de 25 newtons, nous sommes à 40. Donc, concrètement, en plus de permettre à l'artisan de s'exonérer en fait, des exigences de réception des adhésifs, ça permet également d'attester la capacité du fabricant à proposer un produit de qualité où il y a une traçabilité qui est continue et où on est audité tous les ans. Donc, c'est un vrai plus aujourd'hui d'avoir ces adhésifs certifiés par le CTB et FCBA. Alors, pour synthétiser aussi et être bien clair, parce que j'ai une petite question qui arrive, Ouais. est-ce qu'un adhésif de la même marque que la membrane par vapeur doit être utilisé finalement? Est-ce que… Alors, ouais. Voilà. C'est une question qu'on a régulièrement et le DTU 31.2 ne va pas y répondre clairement. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas obligatoire au sens du DTU 31.2. Néanmoins, en fait, le processus de certification CTB par FCBA soumet en fait l'adhésif qui est candidat à un test de résistance donc au cisaillement et au pelage sur une membrane qu'on considère comme une membrane par vapeur standard. Donc, un adhésif qui est certifié CTB, c'est un adhésif en fait où vous êtes assuré qu'il va, adhérer, adhésiver sur toutes les membranes du marché, puisqu'on a fait un test le plus représentatif possible dans le cadre de la certification. Donc, non, ce n'est pas obligatoire. Par contre, un adhésif CTB permet d'être sûr que, peu importe la membrane par vapeur que vous avez utilisée, il va bien coller dessus parce qu'il a été testé au préalable. D'accord, merci. D'accord. J'avais une petite question aussi de précision là, sur le produit présenté, Paul. Oui. Donc, ça, c'est bien un produit qui est utilisable en intérieur et en extérieur. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est l'intérêt de ce produit, c'est que souvent sur le chantier, on va essayer de limiter au maximum tous les produits un peu connexes et les accessoires. Et en fait, on a
on a développé ce certificat sur cet adhésif-là parce qu'en fait, il peut faire double fonction, jonction par vapeur, jonction par pluie, jonction et même écran de sous-toiture aussi. Très bien. Un 3 en 1. Exactement. Donc, je continue un petit peu et, Oui. et je vais déjà passer en fait sur la troisième partie de nos focus sur nos produits et c'est les accessoires du DTU 31 qu'on peut retrouver dans le DTU 31.2 et c'est intéressant parce que les industriels proposent de plus en plus de choses pour gagner du temps et être le plus efficace et le plus efficient entre guillemets possible. Selon le DTU 31.2, et c'est le schéma, c'est un extrait du DTU que vous avez à gauche, il est indispensable de rétablir la continuité des plans d'étanchéité, notamment en cas d'éléments qui viennent traverser ce plan. Ça peut être des conduits, des poutres, des câbles électriques. Et en fait, cette continuité doit être établie par ou à l'aide d'accessoires spécialisés. Et le DTU écrit qu'on peut utiliser des passes-câbles, des manchons PDM, qui doivent être compatibles, bien sûr, avec l'élément traversant. Et chez nous, on propose 2 produits qui permettent en fait de gagner du temps et d'avoir un produit d'avoir une solution qui va vous permettre d'assurer une vraie étanchéité à l'air selon ces perforations que vous pouvez avoir dans la membrane. C'est à gauche le manchon d'étanchéité universel et à droite la bande butyle élastique. Le manchon d'étanchéité universel, l'avantage qu'il a, c'est que la partie centrale, c'est une partie en EPDM qui a des diamètres prédécoupés. Donc, vous avez juste à venir plier le manchon et ensuite enlever la prédécoupe et vous allez avoir le diamètre exact du conduit, de la gaine ou du câble que vous avez à venir passer. Donc, ensuite, les bandes adhésives que vous avez sur les côtés vont vous permettre de venir la coller directement sur la membrane par vapeur. Et là, vous êtes sûr d'avoir fait une étanchéité à l'air parfaite de toutes ces petites traversées sur lesquelles il faut prêter attention et qui sont indispensables à bien traiter dans le cadre de l'étanchéité à l'air. Après, quand vous avez des éléments traversants qui sont plus imposants, par exemple une poutre, hein, c'est les petites images que vous avez en bas à droite, on va préconiser la bande butyle élastique, qui est une bande butyle collée sur une feuille en polyéthylène et qui va être étirable à plus de 60%. Et donc ça, c'est un vrai plus en termes de facilité de pose sur le chantier. Ça offre plus de flexibilité à l'artisan pour réaliser son étanchéité à l'air. Donc c'est un produit qui est souple, qui est léger, qui est malléable et donc qui est parfait pour ces traversées un peu singulières que vous pouvez avoir. Ça, par contre, c'est un produit, je te coupe, Paul, excuse-moi. Pas de problème. Celui-là qui s'utilise uniquement à l'intérieur, par contre, la bande butyle. Oui, tout à fait, c'est ça. On va la préconiser uniquement en intérieur parce que c'est tout simplement en termes de résistance aux ultraviolets, c'est pas le produit qui est adapté. Ouais. Il y a des choses qui sont mieux faites pour l'extérieur. Ok, très bien, merci. D'ailleurs, j'ai une petite question qui arrive également, en fait, à savoir si tous les produits ont-ils une limite à leur utilisation sur des hautes altitudes au-delà de 2500 mètres, dans des cas de montagne, par exemple. Alors, si vous êtes en cas de montagne, il n'y a pas de date limite d'utilisation des produits quand on fait de l'étanchéité à l'air. Si on prendrait le sujet de l'étanchéité à l'eau, il y a des contraintes spécifiques, notamment en termes d'UV, qui sont à prendre en considération et sur lequel l'industriel là va vraiment être force de proposition. Sur l'étanchéité à l'air, puisque vous vous retrouvez côté intérieur, donc côté chaud de la maison, vous n'avez pas de différence avec un climat de plaine qu'on va trouver à moins de 900 mètres. D'accord, en effet. Le seuil, c'est 900 mètres et on différencie les produits à des altitudes inférieures à 900 mètres et au-dessus de 900 mètres. C'est ça, exactement. Et après, voilà, en termes d'utilisation et de pose, c'est simplement les conditions de stockage au préalable qui vont être déterminantes sur la durabilité du produit. Très bien, merci. Je continue sur les accessoires parce que comme l'avait explicité Philippe, mais lui, il était dans une solution pose atelier qui était relativement innovante, ce qui n'est pas le cas de tous les industriels forcément. C'est pour ça que le DTU en fait préconise et demande qu'il y ait une attention particulière qui soit prise au niveau des jeux qu'on peut avoir entre les panneaux. Et notamment lorsque vous avez un jeu qui est supérieur d'1 centimètre
entre deux éléments qui sont préfabriqués et qui se retrouvent en angle dans un plan, il faut venir rétablir la continuité de l'étanchéité à l'air par l'aide d'une bande par vapeur qui est souple, collée au niveau en fait de ces coins et de ces recoins entre deux façades. Également, si on reste sur le côté façade, bien sûr, la partie basse doit être également traitée en termes d'étanchéité à l'air. Et c'est pour ça que vous allez avoir une continuité de la barrière de la vapeur d'eau à traiter entre votre façade et la dalle béton ou le plancher bois. Donc forcément, en tant qu'industriel, nous, on a développé des produits pour traiter facilement ces points singuliers. Et c'est le cas des produits qu'on appelle angle à fenêtre chez nous, qui est un film polyéthylène, donc concrètement une membrane par vapeur, qui est soudée et qui est déjà en fait pré-pliée pour faciliter sa mise en œuvre. Et vous avez la version externe en rouge et la version interne en blanc. Et en fait, ça dépend tout simplement de l'angle que vous allez venir traiter. Ce produit-là, vous le mettez au niveau de vos angles droits et vous venez les adhésiver tout simplement. Ça vous permet d'avoir une étanchéité à l'air optimale, notamment lors de ces jeux entre panneaux. Petite question, angle ouais. externe, c'est angle sortant et angle rentrant. Angle Exactement, l'angle interne, c'est ça. C'est L'angle pas interne. vis-à-vis de l'enveloppe en intérieur ou en extérieur. Non, c'est ça. Vis-à-vis de l'angle. Et c'est comment c'est ça, comment arrive l'angle face à vous, en fait, tout simplement. Oui. D'accord, ok. Et puis le deuxième produit, donc là, pour venir faire la liaison de la membrane par vapeur en partie basse et la coller à la dalle béton ou au plancher bois, c'est la colle d'étanchéité classique qu'on connaît pour par vapeur, qui adhère, donc qui doit être en fait une colle qui est à la fois très résistante, mais qui reste suffisamment souple. Parce que le risque d'avoir une colle qui est trop sec, qui sèche trop, c'est que en fait, on peut avoir un déchirement de la membrane par vapeur. Donc, c'est une membrane, une colle type acrylique, donc qui a cette capacité d'être très résistante, mais également suffisamment souple. Alors justement, on a une petite question sur l'aspect un petit peu sanitaire, en effet, de tous ces produits d'étanchéité, que ce soit colle, joint, mousse, par vapeur. Quelle est la reconnaissance de la qualité sanitaire de tous ces produits, en fait, quand on est dans une démarche un petit peu environnementale et qu'on identifie peut-être des points un peu spécifiques? Alors, si sanitaire, c'est par rapport au côté respect de l'environnement ou je pense que la question va dans ce sens-là au niveau des FDES, par exemple. Je me permets de répondre. Je pense que c'est… Oui, tout à fait. J'aurais orienté dans ce sens-là aussi. En fait, les deux sont combinés ensemble, c'est-à-dire qu'une FDES ou une FDS, c'est-à-dire une fiche de données de sécurité, va vous donner l'ensemble des informations un petit peu techniques selon le produit et notamment les composés chimiques. C'est-à-dire que, par exemple, une colle par vapeur va avoir une FDS ou une FDES parce que c'est un élément chimique qui fait rentrer des éléments acryliques, également des additifs. Et donc, c'est à la lecture d'une FDS qu'on va pouvoir distinguer les produits entre eux sur un produit qui est moins agressif à la fois pour l'environnement et pour l'utilisateur. Donc ça, il faut se rapprocher de l'industriel qui est dans l'obligation, si le produit, bien sûr, est un composite dit chimique, de vous la fournir. Et normalement, généralement, elle est téléchargeable directement, nous, sur notre site internet au besoin, ou alors sur simple demande. Par rapport au produit que je vous ai présenté juste avant, uniquement la colle par vapeur, par exemple, va être soumise à une FDS parce que c'est la seule qui est considérée comme un composé chimique. Après, cependant, une fois que les produits sont mis en œuvre, ils ne sont plus du tout exposés à l'environnement intérieur. Voilà, donc je crois que c'est bien aussi de le souligner, c'est qu'en fait, on est venu en contact direct avec tous ces éléments-là qui sont rajoutés, qui sont mis en place, voilà. Et donc, devant, vous avez un placo, vous avez un parement. Voilà. Exactement. Et en fait, tous ces éléments. Je précise juste que, par exemple, sur les adhésifs, ils sont tous, et c'est obligatoire de le marquer, un classement par rapport à l'étanchéité à l'air, c'est ce petit logo que vous voyez avec des A, B, C, D de couleur, un code couleur. Et tous les adhésifs du marché doivent donner cette information claire. Et aujourd'hui, tous nos adhésifs nous sont classés A+, c'est-à-dire ne dégagent aucun COV, c'est-à-dire dans composés organiques volatiles à l'intérieur d'un bâtiment. C'est également un point qui est intéressant
à prendre en considération pour la qualité de l'air intérieur. D'accord, merci. Alors, j'ai une petite question, je pense, Philippe, vous allez pouvoir y répondre. Et notamment, c'était, je pense, sur la présentation que vous avez faite sur les points de jonction entre les murs en ossature et les fuites d'étanchéité lors des tests. En fait, quelle solution de rattrapage en cas de constat, en effet, un petit peu trop tard visible par rapport à ces joints d'étanchéité? Une partie de la réponse est dans la question, en fait. Hein. C'est dans la parenthèse, c'est le trop tard. Hein, j'ai envie de dire. Que se passe-t-il dans ces cas-là? C'est pour ça qu'on fait des tests, hein, d'ailleurs. Voilà, à ma connaissance, c'est pour ça qu'on réalise des tests donc, intermédiaires avec les blowers d'or et un test final. Le test intermédiaire, c'est bien avant que les finitions soient faites, et ça nous permet déjà d'avoir une petite idée de là où il y a eu des problématiques, enfin, où il y aura des problématiques du moins d'étanchéité à l'air, et donc d'anticiper. Et donc c'est pour ça l'importance vraiment quand on fait un bâtiment qui soit passif ou pas d'ailleurs, parce que maintenant la norme veut qu'on réalise quasiment sur pratiquement toutes les réalisations des tests d'étanchéité à l'air. L'intermédiaire, il est primordial, ça nous permet de se rendre compte là où il y aura des soucis. Donc, malheureusement, j'ai envie de vous dire, quand il est trop tard, le constat, c'est voilà, il n'y a pas de solution. Alors après, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce cas de Oui, alors en fait, la solution aussi, ça va être de démonter, par exemple, la plâtrerie. Voilà, on est obligé de creuser, de défaire les ouvrages pour voir où les problèmes se trouvent, et corriger et refaire les ouvrages. Et donc là, ça a un coût, un surcoût même. Donc autant Justement, j'avais une question complémentaire. C'est comment vous gérez l'interface avec le second œuvre? Parce qu'on sait qu'en gros, tout ce qui se passe en atelier se passe en général très bien. Les murs arrivent sur site. Vous faites la jonction entre les différents pare-vapeurs. Et le second œuvre arrive, et c'est là qu'il peut y avoir un coup dans un pare-vapeur, etc. Et c'est là où il faut anticiper, justement. Et qu'est-ce que vous mettez, vous, en place au niveau de ramerie pour gérer ce suivi et gérer l'interface avec les autres corps d'état secondaires? Ouais, alors nous, au niveau de l'interface, déjà, on essaie de réaliser un maximum de réservations pour quand tu dis, William, hein, l'eau secondaire, tu parles bien de tout ce qui est CVC, ELEC, c'est ça? Oui, c'est ça, plomberie, ELEC, etc. Oui. D'accord. Et donc, principalement, comme on est très en amont sur la création, les plans, parce que comme on préfabrique, tout est mis en plan. On force les corps d'état secondaires à nous donner leur plan, donc de la réalité de ce qu'il y aura. Et donc, il y a toujours des réservations, des trappes. Et donc, on essaie au maximum de mettre quelque chose avant. Par exemple, s'il y a un tube, une extraction qui est faite d'un mur vers l'extérieur pour chaudière au gaz, hein, etc., on a déjà, nous, notre tube où on demande à ce fameux PVC de nous fournir son manchon qui va vers l'extérieur, et ce manchon est mis en atelier et donc raccordé directement avec un scotch d'étanchéité, un scotch adhésif d'étanchéité. D'accord, du coup, vous avez un travail dès la conception d'échange avec les autres entreprises pour anticiper tout ça. C'est ça, c'est ça. Merci de le préciser. Après, il y a forcément des cas, en effet, ça c'est dans le monde des bisounours où tout se passe bien, mais il y a forcément des cas de figure où on doit rattraper, et là, alors on s'arrange pour une bonne coordination de chantier, on s'arrange avec le CVC, on reprend quelques percements. S'il y a de l'abus, ils se débrouillent, quoi. Bon, merci beaucoup. Notre temps de webinaire va s'achever. Donc, on va terminer en effet la présentation. Merci Philippe pour toutes ces précisions. Je crois qu'il y a encore quelques petites diapos après, Paul. Ouais, Voilà. C'était celle-ci. Puisqu'en fait, oui, il y avait un point sur lequel vous souhaitiez intervenir aussi sur l'étude. Oui, c'est ça. Juste pour
Oui, tout à fait, pour conclure, parce que on est beaucoup dans la théorie, mais c'est vrai que dans la pratique, il y a quand même des choses importantes à prendre en considération, et on est rarement tout le temps quand la théorie se passe enfin la pratique comme dans la théorie. Mmh. C'est pour ça que chez Ubink, nous, on a un logiciel qui s'appelle le logiciel Woofy, qui permet en fait de composer un petit peu la paroi selon chaque cas de figure, et qui permet, selon les produits qu'on va mettre en œuvre, notamment au niveau du pare-pluie et au niveau du pare-vapeur côté intérieur, faire des simulations de migration de vapeur d'eau dans la paroi, et sur des échelles allant de 10 à 20 ans. Donc ça peut être très intéressant lorsqu'on a des constructions un petit peu, on va dire, innovantes ou un petit peu singulières, de faire ce test Woofy qu'on réalise de manière gratuite. Il faut simplement remplir un formulaire disponible sur notre site internet avec chaque élément de la paroi. On fait cette simulation et on vous l'envoie avec nos recommandations, tout simplement. Très bien. Merci, Paul. Problème. Alors, ensuite, eh bien, notre temps d'échange est réalisé, puisqu'en fait, on va devoir nous quitter. Vous pouvez retrouver en effet tous les produits Ubink sur la plateforme façadebois.com. Ils sont tous référencés en partie, hein, tous ceux qui traitent vraiment de la problématique étanchéité à l'air, et également quelques éléments pour l'étanchéité à l'eau. Et surtout, en effet, vous pouvez recontacter la société et Paul Colpart directement à travers les coordonnées donc, qui sont inscrites, là, on vous les rappelle en effet, donc c'est un numéro standard, je crois, Paul, Oui, tout à fait. voilà, qui saura réorienter les personnes qui ont besoin d'avoir des renseignements ou un devis, ou voilà, avoir plus d'informations. Voilà, c'est ça, tout à Donc, fait. voilà. Donc, vous retrouvez toutes ces coordonnées à travers la fiche entreprise qui est présentée sur façadebois.com. Et également, donc, je vous invite à consulter régulièrement la partie actu, donc la rubrique actu sur façadebois.com, et l'entité webinar, pour vous tenir informé des prochains webinars, et surtout retrouver la présentation d'aujourd'hui. Donc, nous mettrons la présentation de chacun ainsi que la vidéo, puisque nous avons été enregistrés. Donc, vous pouvez reconsulter en effet tous ces points thématiques qui pourront vous apporter un éclairage pour vos opérations. Et le prochain webinar, c'est le jeudi 8 avril, avec un sujet d'actualité, puisque nous allons parler des bardages bois et également donc de la réaction au feu et de la maintenance de ces bardages avec la société Sival BP, qui est un fabricant et un industriel de bardage avec le bois. Donc, jeudi 8 avril à 11h30. Et surtout, je tiens vraiment à remercier nos intervenants. Philippe Bouquet, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre pour présenter votre entreprise et votre savoir-faire. Merci. Merci à vous, avec plaisir. Merci à William Tabi, notre partenaire fidèle. C'est toujours un plaisir. Voilà. Et Paul Colpart, de l'entreprise et société Ubink France. Merci Paul, vraiment pour ce point d'éclairage. Alors, n'hésitez pas à recontacter en effet eh bien, tous nos intervenants, soit directement en me contactant ou directement en les contactant via la plateforme. Merci à tous, très, très bonne journée. Je vous souhaite voilà, de beaux projets et vous retrouve pour nos prochains webinars. Merci. Merci beaucoup. Merci Estelle, merci à tous. Merci.